Alors aujourd'hui, on va déborder un peu du sujet des cabales et la mare. J'espère que c'est fini, d'ailleurs, on va en parler après. Et de la politique. Et on va être un peu nostalgique. Comme le chantait Tino Rossi, la vie commence à 60 ans. Bon, je sais pas si c'est vrai, hein. moi, je trouve pas. J'ai 59 ans et je suis dans ma 60e année. Je suis comme vous, j'y crois pas. Quand je vois cette énergie, cet humour, cette puissance, cette ligne, il paraît que je suis gros, non. Je me dis non, j'ai pas 60 ans, il y a une erreur quelque part. Et après, il y a une deuxième phrase, les gens de mon âge, ils disent souvent ça. Même à l'époque, quand j'étais jeune, les vieux, les vieux comme moi, de 60 ans, ils disaient « Ah, c'était mieux avant, il y avait des valeurs, etc. » Vous imaginez? Là, je vous parle dans les années 80. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point rapide. Est-ce que c'était vraiment mieux avant ou c'est juste que les gens comme moi, comme vous, enfin les gens qui ont à peu près entre 50 et 70 ans, ils recherchent en fait la jeunesse perdue. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Vous savez que plus les souvenirs sont lointains, enfin pas dans tous les domaines, mais plus on idéalise. Alors peut-être que moi aussi j'idéalise. Peut-être j'idéalise les années 70, fin des années 70, les années 80, aller jusqu'au tout début des années 90, et là ça a commencé à... Là c'est parti, je dirais à tous les niveaux, c'est parti en biberine, comme on dit à Marseille. Mais on va essayer d'approfondir ça. Alors c'est vrai, hein, moi ce matin, vous voyez, je me suis réveillé, et j'ai vu un film, je vous raconte ma vie, je m'en fous. Hein. On s'en fout de la politique, on verra plus tard. J'ai vu un film, je sais pas, il devait dater de 85 à peu près, juste après la boum, je crois, L'étudiante. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui nous emmerde avec son film L'étudiante, Sophie Marceau, Vincent Lindon, bon, ok, d'accord. Il n'y a pas de quoi faire un super live extraordinaire sur Twitter, sur X. Et pourtant, si. Je sais pas si ça vous le fait, moi quand je vois ces films des années 80, je vois les gros répondeurs qui prenaient un mètre carré, je vois les... En plus c'était un musicien le type, donc je revois un peu mes séances studio, je revois les habillements, les coiffures, les gens ils avaient l'air plus légers. Hein, ils étaient moins stressés les gens. Dans les cafés, ils buvaient leur café crème, ils fumaient leur gitane sans filtre. Vous voyez ? Même les voitures, c'était des voitures. Maintenant c'est des trucs bizarres. Même les musiques, c'était bon enfant. Voilà. Il y a plein de choses qui étaient plus légères. Alors j'ai vu là dans ce film par exemple, on voit l'utilité aujourd'hui d'un téléphone portable. Hein, parce qu'ils se donnent des rendez-vous, ils se ratent, ils peuvent pas se joindre, ils trouvent une cabine téléphonique, ils ont plus de pièces. On a tous vécu ça. Hein. On se rappelle tous, on essayait d'appeler notre copine, mais c'était chez les parents, le père il décroche, non, là on raccroche, bon bref. Il y avait des inconvénients, puis il y a des trucs bien aujourd'hui avec la technologie. Mais au niveau de la gueule du pays, on avait quelque chose qui nous rassemblait, non? Je sais pas. On avait une identité, pas une identité ethnique ou de couleur de peau ou de religion, une identité. C'était la France, le café crème, le petit café, machin, etc. Les femmes qui se promènent en jupe, hein, qui sont détendues, qui rigolent. Et après, on peut se dire aussi, oui, c'est vrai que maintenant, la différence, c'est qu'il y a tellement de médias, de réseaux sociaux, qu'il se passe un truc horrible à l'autre bout de la France. On est tous au courant en 10 minutes, alors qu'avant, on ne savait pas. Mais les chiffres sont têtus, hein, au niveau de l'insécurité, de l'ensauvagement, ça a explosé. Après, on va se poser des questions pourquoi. Hein. Moi, je me rappelle, j'étais dans un collège à Marseille, dans un quartier un peu, pas la guerre, mais enfin, un quartier pas très bien fréquenté. Et bien même dans ce collège, où il y avait soi-disant des voyous, qui étaient tous mes potes, heureusement, parce que je m'appelais Bouza, il y a beaucoup d'arabes. Mais il n'y avait pas ce problème-là à l'époque, hein, il n'y a pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais même les voyous, les plus soi-disant voyous, ils se seraient jamais permis ce que se permettent aujourd'hui n'importe quel élève, même qui n'est pas voyou. Vous voyez ? Il y avait un peu de respect, il y avait, même dans les quartiers, un peu la peur de la police.
Il y avait le respect de l'autorité des profs, bon, même s'il y en avait qui n'étaient pas forcément très respectables, mais il y avait une distance, il y avait une structure, il y avait des limites. Alors bien sûr, tu t'embrouilles avec Mohamed, je suis désolé, hein, c'est pas raciste, c'est culturel. Tu t'embrouilles avec Mohamed, à la sortie, ils sont 3 ou 4 frères, tu sais pas d'où ils sortent. T'as rien, tu les connais même pas, ils sont arrivés là. D'accord, ok, mais c'est mon problème, il est là, Mohamed, c'est pas Farid et toute la bande. Évidemment, il y avait ça déjà. Mais avec le recul, rien à voir avec ce que je dis, c'est pas grave, je peux à bâton rompu. Hein. Avec le recul, cette solidarité qu'ont globalement les musulmans et spécialement les maghrébins, si les Français on l'avait, vous croyez qu'on en serait là? Moi je crois pas. Quand je dis les Français, ils sont Français aussi, hein, vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc la question est la suivante. Premièrement, vous allez répondre en dessous, il y en a marre, hein. Quand je parle politique, vous répondez jamais, répondez. Est-ce que la vie commence à 60 ans? Rassurez-moi. Et est-ce que c'était mieux avant ou c'est juste on cherche notre jeunesse? Bon. Moi, à mon avis, la vie commence pas à 60 ans. Hein. Mais bon, Tino Rossi était gentil. Mais, hein. Et la deuxième question, bah, c'est 50-50. Hein. Je donne ma réponse. Hein. Bien sûr qu'on recherche notre jeunesse, des souvenirs, des machins. Mais quand même, malgré tout, il y a des choses vraiment très graves qui se sont détériorées. Après, au niveau politique, est-ce que les politiciens étaient plus sains ou moins pourris que ceux depuis 20 ans, 25 ou 30 ans? Pas sûr. Hein. Pareil, la corruption, les castes, les réseaux, l'entre-soi, le clientélisme, ça existait aussi. Hein. Faut pas non plus se faire d'illusions, mais il y avait quand même une différence, c'est que les politiciens de l'époque, enfin les premiers plans on va dire, avaient une certaine prestance, avaient une certaine culture, avaient quelque chose qui les différenciait du mec de la rue. Aujourd'hui, il n'y a plus. Aujourd'hui, vous voyez, je ne vais pas focaliser sur les députés France Insoumise ou écolo, pastèque et tout ça, mais vous voyez un peu le niveau. Vous voyez le niveau, ça fait peur. N'importe qui maintenant peut devenir député. Il suffit qu'il soit sur une liste bien clientéliste. Si c'est un quartier d'immigrés, bah, France Insoumise, on met une chèvre, comme Boyard par exemple, il est élu. Ou Porte, enfin vous avez vu un peu les trucs qu'on a. Bon. Mais non, la vraie question, parce que tout ce qui a dérivé, c'est le résultat de, allez, on va dire 30-40 ans de politique idéologue. D'une caste de mi-corrompus, mi-idéologues, qui ont décidé pour nous que la France devait devenir à la fois au quai Coral, hein, c'est-à-dire que la poubelle du monde où on vient, on se sert, on emmerde les Français, on n'a rien à foutre. Et on risque rien. Et en même temps, on devait financer toute la misère du monde. On nous a dit, c'est vous, voilà, vous devez accueillir n'importe qui. Tiens, les Palestiniens demandent l'asile, ouais, c'est bon. Les Afghans, là, super. Petite parenthèse, ce qui s'est passé là, avec la vieille dame de 80 ans, violée par un monstre de 20 ans afghan. Et puis là, on a appris donc qu'il y avait plus de 150 000 Afghans qui avaient demandé le droit d'asile. Et c'est 90% des hommes. Alors expliquez-moi, comment, déjà, parce que ce mec-là, là, le petit jeune, vous croyez que c'est pas un islamiste? Vous croyez qu'il est, voilà. Donc pourquoi il est parti d'Afghanistan? Puisque l'Afghanistan, c'est l'endroit dans le monde, pardon, où l'islam est le plus appliqué, on va dire, hein, dans ces détails. Ce sont les femmes qui sont martyrisées, qui sont traitées, vraiment, il n'y a même plus de mots, et nous, on donne l'asile à des hommes qui s'adapteront jamais, qui savent souvent ni lire ni écrire, qui seront obligés de vivre on ne sait pas comment, et puis culturellement, bah pour eux, la femme, vous voyez ce que je veux dire? Donc qui a décidé ça? Et c'est un exemple, hein. Qui a décidé ça? Qui a décidé sur des valeurs soi-disant idéologues, machin, le vivre ensemble, l'accueil, machin, la France, les droits de l'homme, etc. Qui a décidé de mettre le peuple français, et surtout les anciens comme là, ou les jeunes, ou les femmes, en danger dans leur propre pays? Qui a décidé? Qui sont ces gens qui donnent des leçons de morale
et d'humanisme, et d'humanité, et d'antiracisme, mais qui n'en payent jamais le prix. Qui sont ces gens? J'ai entendu Marina Foïs, là, l'actrice. Donc son discours avec ses phrases toutes faites, là. Machin, l'accueil, l'antiracisme, la tolérance. Mais connasse, où tu vis, toi? Quels sont tes moyens? Est-ce que tu l'as subi, l'immigration? Est-ce que tu vis dans un quartier où tu es française, blanche, on va dire, tu as le privilège blanc, et tu es entouré de gens qui te détestent? Et finalement, tu es minoritaire et tu fermes ta gueule et tu marches et tu regardes par terre. La France est devenue un pays, pas que la France, hein, les pays européens, dans certains quartiers, même en Angleterre, j'imagine, où les autochtones baissent la tête, où les autochtones ont peur dans leur propre pays. Le résultat d'une... pour moi, j'en parle souvent, les deux plans européo-mondialistes, connectés. Donc, qui sont ces gens, ces ordures, qui nous imposent aussi, pareil, c'est dans tous les domaines, hein, qui nous imposent des trucs au nom de l'écologie, au nom de carbone, de machin. Eux, ils prennent l'avion toute la journée, ils se gavent, ils en ont rien à foutre de rien, et ils punissent les gens d'en bas. Ah bah non, ta voiture, non, faut que tu fasses le machin, la norme, le truc et tout, non, tu peux pas rouler. Ah, tu comprends, c'est pour la planète. Mais connard, la France, on représente 2, et encore 1% des émanations du monde entier, mais on doit faire, nous, les efforts, les autres pays s'en foutent. Pourquoi on est les sacrifiés? Au nom de quoi les Blancs européens doivent être les sacrifiés qui doivent payer, soi-disant, une histoire récente, parce que l'histoire commence en 1830, hein, je vous rappelle. Donc les Blancs chrétiens, judéo-chrétiens, on va dire, doivent payer 200 ans, ou soi-disant, les Européens, les Blancs, ont abusé de leur surpuissance, etc. Pourquoi on doit payer? De quel droit on doit, nous, accueillir toute la misère du monde, alors que ces gens seraient très bien et mieux dans d'autres pays de la même culture? Qui impose ces mélanges où on voit que ça ne marche pas, et on nous les impose quand même? Qui sont ces gens? Alors bien sûr, ils ont des motivations multiples. Il y a des vrais idéologues tarés, complètement hors sol, et puis il y a des manipulateurs. Et puis il y a des clientélistes. Hein, on a compris, la gauche caviar, hein, qui a commencé à détruire la France début des années 80, a très bien compris qu'il fallait faire un transfert de population et d'électeurs. Les ouvriers, on les a perdus, on va faire venir des électeurs qui voteront pour nous. Hein, parce que les ouvriers, maintenant, ils sont un peu au Rassemblement national. Parce que l'ouvrier de base, l'ouvrier façon de parler à l'ancienne, on va dire, fameuse lutte des classes, il cherchait du social. Il n'était pas dans le sociétal. Georges Marchais lui-même disait que l'immigration, il était contre l'immigration massive parce qu'il avait compris le petit jeu pervers du patronat. Il avait compris que plus on fait venir de la main-d'œuvre pas chère et qui va accepter des conditions de travail et des machins plus bas que la France, ferait en sorte que tout s'étale et qu'on allait créer une classe ouvrière qui allait baisser de niveau. Et quand je dis une classe ouvrière, aujourd'hui ça va jusqu'à la classe mi-moyenne, on va dire. Donc tous ces gens, alors je sais pas, moi j'emploie toujours des grands mots. Pour moi ces deux plans ils sont sataniques. Sataniques, ouais, je dis bien, parce que l'idéologie, elle tient pas debout. Satanique, c'est quoi? Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, on a des gens qui sont présidents d'une chaîne, la plus grande chaîne de télé publique, hein, France Télé, et qui nous dit clairement, sans aucun complexe, l'arrogance de ces gens est incroyable, ils se sentent tellement protégés. Non, mais moi je veux pas montrer la France telle qu'elle est, je veux montrer la France telle qu'elle devrait être. Mais qui tu es, toi, Delphine Ernotte, une malade, je sais pas, il faut la voir comment elle parle, on voit bien qu'elle a des problèmes psychologiques. Qui tu es, toi, pour nous dire ce que la France devrait être? Qui êtes-vous, les 20%, on va dire, de socialo-progressistes, immigrationnistes, antiracistes, soi-disant, je répète, antiracistes, pour tous les autres sauf pour les blancs. Hein. Je rappelle que le racisme anti-blanc n'existe pas. Les coups de couteau ciblés, hein, les couteaux déséquilibrés mais ciblés, c'est pas du racisme, c'est un hasard. Donc qui vous êtes? Qui êtes-vous pour nous imposer votre dictature idéologique? Qui êtes-vous, vous les socialistes? Vous les ronds de cuir, comme dirait Francis Lalanne. Pas lui, c'est encore un autre genre d'ordure, celui-là. Donc, qui êtes-vous? Dites-nous qui êtes-vous? Vous parlez d'où? D'où vous parlez? Les gens concernés, ce sont les gens d'en bas, c'est eux qui souffrent de l'immigration massive. Même les immigrés, on va dire les Français, les binationaux qui sont là depuis 3 générations, ils en souffrent. Ils en souffrent. Le problème, c'est que Mélenchon, grâce à l'APA, grâce à l'aimant, Palestine, anti-Israël, antisémitisme, antisionisme, il a réussi à les faire venir. Alors que les immigrés,
musulmans par exemple, qui sont là depuis 3-4 générations, ils n'ont aucune raison d'aller se vautrer dans un parti qui mélange finalement les wokistes, les LGBT, toute la merde. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un mélange hétéroclite en principe. Hein, les conservateurs musulmans, on va dire, et tous les progressistes là. Eh bien, le seul lien, la seule colle qui a réussi à les faire venir, c'est Israël, l'antisémitisme, l'antisionisme. Vous imaginez la pervers de ce franc-maçon, bien sûr Mélenchon, et tout ce parti de merde qui sème le chaos, qui est la représentation exacte de l'islamo-gauchisme, dont la définition a été faite par Dieudonné, c'est la meilleure définition qu'on ait pu trouver, hein. Tout le monde, enfin personne ne l'écoute vraiment, mais c'était quand il était payé par les mollahs, sur une télé iranienne. Je pose souvent cette séquence qui est pour moi historique, puisqu'il donne la définition de ce que tout le monde dit, ah non, ça n'existe pas. L'islam est le chemin de la vérité, et le chemin naturel des chrétiens. Donc déjà, prosélytisme, oui, en fait, c'est la dernière religion, donc c'est la vérité, donc les chrétiens doivent se convertir à l'islam, bon ça c'est un rêve, enfin un rêve pour lui. Et pourquoi aussi, deuxième raison, parce que l'islam est la voie de la révolution. L'islam est la voie de la révolution. Donc, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire islamo-gauchisme, vous avez la définition par Dieudonné. Donc, toute cette espèce de franc-maçon dégueulasse, là, qui est passé de « je me moque un peu des burqas, des voiles », où il disait « mais c'est quoi ces gens ?» Ils se stigmatisent eux-mêmes et après ils se plaignent. Il disait ça, hein, Mélenchon. Moi, je peux dire la même chose, mais lui, il le disait. Puis d'un coup, mission, non, maintenant tu vas faire autre chose. Ok, d'accord. Oui, l'islam c'est très bien, le métissage, il est en mission le type, personne ne comprend ce qui se passe, hein, c'est un truc de fou. Hein. Association avec les frères musulmans, tout va bien, et donc le seul point commun, c'est la haine antisémite, la diabolisation du sionisme, comme si c'était l'impérialisme, alors que le vrai impérialisme religieux, ben, on le voit tous les jours, c'est l'islam, et depuis 1400 ans, ça n'a jamais été les juifs. Enfin bref, on inverse toutes les valeurs pour en arriver à trouver un coupable, et faire regarder tout le monde là-bas, et en plus ça fait venir des gens. Je le répète, les binationaux musulmans, même pratiquants dans les sphères, enfin, pas prosélytes, mais pratiquants, qui ont ce genre de valeurs, on va dire, eh bien, n'ont rien à faire chez Mélenchon. Ils devraient voter conservateur. Parce que eux aussi, il y en a qui commencent à le dire, d'ailleurs, j'invente rien, eux aussi pâtissent de cette immigration massive de gens qui sont inadaptés, inadaptables, inassimilables, et qui représentent, je le répète, vous le savez tous, même si on nous le cache, même s'il n'y a pas de statistiques ethniques, 80-85% de la délinquance en France, donc peut-être 30% d'étrangers, carrément, c'est même pas des binationaux, d'étrangers. Mais pourquoi on doit supporter ça? Au nom de petites connasses, là, des petites actrices qui nous donnent des leçons de morale? Moi j'en peux plus, ça fait longtemps, hein. Mais le problème c'est qu'ils savent qu'ils sont peinards. Comme je le dis, on est dans un pays incroyable, où une idéologie, quand je dis 20%, je suis gentil, une idéologie globale qui représente les 15%, a les manettes de tous les pouvoirs, de tous les étages de décision, avec en toile de fond la loge Grand Orient. Je ne sais pas pourquoi personne ne parle de l'influence sociétale, politique de la franc-maçonnerie. Alors bien sûr qu'il y en a, la moitié des politiciens que vous connaissez, ils sont francs-maçons. Ils sont arrivés là parce qu'ils sont francs-maçons. Ça ouvre beaucoup de portes. Et ça enferme un maximum de portes. Je peux vous en parler. Comme je disais hier, tu t'attaques à la franc-maçonnerie, enfin en tout cas au Grand Orient, t'es seul, t'es mort, comme moi. T'es 10, bon, déjà t'es un peu moins mort, tu peux te faire aider. T'es 100, tu es des millions, tu les évacues. Tu les évacues de ce système, parce qu'ils sont infiltrés partout. C'est pas David Vincent qui vous parle, c'est Walter Boujna. Et Walter Boujna vous dit, sans être aucunement paranoïaque ni complotiste, puisque mes attaques contre cette loge sont fondées, et sont argumentées, et sont factuelles, politiques, sociétales. Et quand vous comprenez que la franc-maçonnerie, c'est pas juste la France, rue Cadet là-bas, à Paris, c'est pas que ça, c'est mondial. Quand on parle de franc-maçonnerie, on peut parler aussi de loge d'influence. Vous comprenez, le concept est très large. Globalement, ce sont des loges, enfin, Bilderberg, des loges ou des clubs. C'est eux qui dirigent en vérité.
Bilderberg, vous avez entendu parler. L'horloge, enfin, il y a pas mal de clubs. Ce sont des gens qui sont, bien sûr, qui ont des positions politiques ou économiques hautes, et qui ont décidé que leur vision du monde serait celle qu'ils allaient nous imposer. Et ce que j'appelle les globalo-fascistes, en vérité, ils arrivent à maquiller leur dictature, parce que c'est une dictature, on le voit aussi avec l'Union européenne, ils arrivent à la maquiller avec des idées qui se vendent bien. Hein. La planète, l'antiracisme, l'humanisme, l'égalitarisme, tous ces leurres qui font avaler à des abrutis, ça c'est les abrutis d'en bas, c'est les militants d'en bas qui sont manipulés par ces gens-là, comme par exemple Soros qui finance pas mal de petits lobbies, des lobbies féministes qui sont pro-palestiniens, des lobbies LGBT qui défilent comme ça, en short, oui, vive Palestine. Vous voyez un petit peu où ils vont chercher les débiles mentaux pour faire du volume dans les rues. Et pour faire croire aux gens que la majorité par exemple des LGBT pensent ça. Hein, alors que la majorité des homosexuels, hommes ou femmes de France, ne sont pas du tout pro-palestiniens. Ils savent très bien ce que font des homos, le Hamas et les choses comme ça. Mais grâce à ces lobbies financés, dans les rues, on nous fait croire l'inverse. En fait, c'est un jeu de dupes qui va aussi dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. On nous montre une France qui n'est pas du tout la France. On nous montre sur les réseaux sociaux, puisque ce sont ces comptes-là qui sont boostés, ça je peux vous en parler, hein, les comptes antisionistes, tout comme la dissidence à 95% antisioniste, et finalement, hashtag c'est pas l'islam, non, c'est pas l'islam, hashtag silicionniste. Donc on vous montre sur les réseaux sociaux, toutes ces petites chaînes alternatives, qui sont sur ce marché qui est non seulement porteur financièrement, puisqu'il y a beaucoup de clients, démographiquement déjà ça s'explique, et on vous fait croire, c'est pour ça que les gens des fois je les vois, les mecs ils pensent que la France entière est pro-Hamas et antisémite. Absolument pas. C'est la France qu'on veut nous montrer dans les réseaux sociaux. Ça s'appelle de la propagande et, en parallèle, de la censure ciblée. J'explique depuis 7 ans avec des exemples incassables, mon exemple en l'occurrence, que la censure cible principalement les gens très rares comme moi, qui ne sont issus d'aucune caste, aucun lobby, aucune loge, rien du tout, sans financement, sans rien, mais qui font de la politique et qui touchent les vrais sujets. Donc évidemment, quand on vous fait une censure ciblée pour éteindre la parole d'un type comme moi, et de tout ce que j'ai pu écrire et démontrer, aidé bien sûr, la censure est aidée par des cafards, j'en parle tous les jours, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, qui se reconnaîtront, et que d'un autre côté, on met en avant une dissidence qui n'en est pas une, puisque ce sont des camelots, des influenceurs, souvent payés par l'étranger. Rappelez-vous, Dieudonné, Soral, payés par les mollahs, c'est officiel, ils ont même Dieu, il n'y a pas de problème. Les résistants en France, qui ont été fabriqués, les deux grands résistants, Jean Moulin et Moulin Jean, Dieudonné et Soral, sont des gens qui sont tellement résistants qu'ils ont été payés par un pays ennemi pour tordre le cerveau des gens et leur dire l'islam c'est très bien, le problème c'est les 400 000 juifs, ou le sionisme ou Israël, alors que la France s'islamise. Donc quand vous voyez ça et que d'un autre côté le système, l'État vous les fait passer pour les grands dissidents mais ne les invisibilise pas du tout, ne les combat pas du tout, au contraire, en les diabolisant sans les rendre muets, elle leur fait de la pub. Et ça c'est un sujet dont je suis là encore le seul à parler et à avoir démontré quand je dis tout simplement une phrase, le système choisit sa dissidence. Une dissidence qui ne fait pas de politique, une dissidence qui n'est pas dangereuse au niveau des idées, une dissidence qui fait cibler un leurre, le juif, au sens large, à toutes ses formes, et qui cache l'islamisation. Donc, partant de là où on a une fausse dissidence, partant de là aussi où on a une fausse opposition, je le répète, comment se dire opposant politique, et dans ces programmes, je parle même aussi de Reconquête, attention, même c'est mon parti, oui, j'étais pionnier, mais oui, Zemmour pour moi c'est le meilleur, mais il ne peut pas gagner. Eh bien, même dans ces partis-là, comment se dire, je suis opposant,
Mais dans mon programme, je ne change rien au système. Je ne change rien à la Ve République. Donc tu es opposant à quoi? Allons plus loin. Moi, je voudrais bien poser la question à Éric Zemmour. Tu te poses à quoi? À Macron? Ouais, d'accord, ok, mais t'as pas compris que c'est pas Macron le problème. C'est le système. Parce que Éric Zemmour est assez intelligent pour savoir, d'ailleurs, on commence à le voir, enfin, ce que je dis depuis 7 ans, les gens commencent à comprendre, Conseil constitutionnel, justice complètement corrompue, des petites loges et des lobbies qui font leur petit trafic d'influence et personne ne dit rien. Donc Éric Zemmour, il le sait. Pourquoi a-t-il peur de parler de ça? Pourquoi il vous dit simplement, oui, nous durcirons les lois? Ouais, d'accord, tu durciras les lois, mais elles ne seront pas appliquées, comme il y en a plein qui ne sont pas appliquées, alors tu vas faire quoi? Si tu ne vas pas à la racine du mal, tu ne sers à rien, Zemmour. RN, j'en parle même pas, c'est encore pire. Donc quand vous avez des faux dissidents et une opposition de partis politiques qui ne s'opposent en rien au véritable problème qui détruit la France et qui est le système politique, j'en parle tous les jours depuis 7 ans, dans un boycott total. Eh bien, si on n'a pas d'opposition et qu'on n'a pas de dissidence, et qu'on a des gens qui ne comprennent toujours pas ce qui se passe dans ce pays, et qui se pensent éveillés, résistants, patriotes, je le répète, parce qu'ils retweetent un fonctionnaire en disponibilité, cupide, opportuniste, escroc, lâche et hypocrite, je dis pas son nom, c'est ça être patriote, donc sur ce réseau social, eh bien je dirais, on est mal barré. Alors bien sûr, hein, je sais pas, moi, pour revenir au sujet, c'était mieux avant, j'en sais rien, moi. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux, on n'avait pas cette facilité à communiquer avec des gens aux 4 coins de France, d'avoir des débats politiques, tout ça, que c'était limité, hein, on parlait avec quoi, les gens de son entourage. Donc peut-être que la manipulation, la propagande était aussi forte, hein, puisque en fait, Internet, en fait, c'est à double tranchant. D'un côté, c'est un outil, comme je dis souvent, je suis pas entendu là-dessus, c'est dommage, qui aurait dû permettre de faire naître des idées, des projets qui sont bien sûr boycottés dans les mainstream, d'accord, venus d'en bas. Et si on parle comme ça, les gens auraient dû comprendre que justement, ceux qui sont boostés, ceux qui sont dans les chaînes, enfin moi, à la télé, c'est qu'ils ne sont pas dangereux. Comment ces gens, les mêmes, qui vont dire « ouais, ils nous prennent pour des cons, on nous ment sur tout, machin, et en même temps, ils s'étonnent pas, ils se disent pas « tiens, c'est qui me dit, ils contrôlent tout, machin et tout, mais, ah bah oui, le grand résistant, c'est celui qui passe tous les jours sur CNews, ou une autre chaîne. » Comprenez, il y a quand même un truc illogique là-dedans. Soit on est un rebelle éveillé, on a compris que ceux qu'on nous met en avant ne sont pas dangereux, ça me paraît tellement évident. Et en ce moment-là, on se pose la question, comment se fait-il que ce type-là qui nous fait chier tous les jours, ça fait 7 ans qu'il démontre tout, qu'il est boycotté partout, fermeture de porte à cause d'une part de la franc-maçonnerie, fermeture d'une porte à cause d'autres putaclics qui ont peur que je reprenne je ne sais pas quoi, et fermeture de la porte du système global de la censure, 50 suspensions maintenant, j'étais à 47, là j'arrive à 50, et compte en banque de l'association, une petite association de merde, fermée sans aucune raison, pendant qu'il laisse bien sûr les comptes de Soral ouverts, la maison d'édition open bar, bon, je parle même pas de Jean Messia où il n'y a eu aucun contrôle sans association, tout va bien. Comprenez, quand vous n'êtes pas dangereux, on vous laisse amuser la galerie. On vous laisse, allez, le peuple va dire, oui, il y a Jean Messia, oui, il y a Soral, oui, il y a Zemmour, ils sont contents les gens, ils pensent qu'il y a une opposition. Ah, tant qu'on efface les vrais dissidents, qui sont, je répète, libres, qui ont peur de personne, et qui sont attachés à rien. Je répète, juste à la France. Juste la France. Vous voyez, c'est même pas un jeu de mots, c'est le cas. Donc, tant qu'il n'y a pas ce réveil citoyen, que j'ai espéré depuis 7 ans, que j'ai voulu provoquer, réveil citoyen, ça ne veut pas dire être anti-tout, machin, ouais, je suis pas du tout, moi, dans la 6ème République de Mélenchon, je suis pas du tout dans les propositions des gilets jaunes, ouais, assemblée citoyenne, machin, tirage au sort, toutes ces conneries, je suis pas du tout là-dedans. Je suis pour un réveil citoyen qui va imposer aux partis politiques de notre camp des volets dans certains points du programme, j'en ai parlé hier, institutions, justice et bien sûr en deuxième temps, l'Union européenne. Et tant que ces 2 volets ne sont pas touchés par les partis soi-disant de l'opposition, eh bien je vous le dis, ils continuent à vous prendre pour des cons,
Et les plus cons de tous les cons, c'est tous ceux qui m'ont fait la misère pendant des années pour effacer ma parole. Alors que je parlais, pour qui? Pour moi? Pour un parti, de l'argent, des machins, une carrière de chroniqueur? Non, pour vous, bande d'abrutis. C'est pour ça que quand je dis bande d'abrutis, je suis désolé, hein, c'est le mot. Il n'y a pas d'autre mot quand je vois des abrutis s'acharner sur un type comme eux, qui ne profite pas du système, qui n'est pas dans une case, qui n'est pas un politicien, qui ne vend rien, pour protéger des camelots qui les prennent pour des cons. Cet acharnement est délirant. J'espère que ça va s'arrêter. Hier, à l'image de Donald Trump, mes émissaires ont conclu apparemment des pré-accords de paix séparés, avec certains des protagonistes du Hamas. Alors, il reste deux problèmes. D'abord, c'est Aguilar Sinoir et Pilote Méchal. J'invente les noms, mais bon, vous voyez qui c'est. Ces deux personnes, malheureusement, sont allées trop loin. Donc, nous avons imposé la paix par la force, hein, façon Trump. J'espère que ça va tenir. Mais un peu à l'image de Trump, si ça ne tient pas, à ce moment-là, comme l'a dit Netanyahou, Israël, Tsahal finira le boulot seul. Donc, je réitère ma demande de paix. Laissez-moi tranquille, je bosse pour vous. Même ces abrutis. J'ai dit l'autre fois, je parlais avec je ne sais plus qui, je dis, tu te rends compte qu'on essaie de se battre pour créer quelque chose, pour peut-être éventuellement arriver à une union des patriotes, des souverainistes, bien sûr avec les partis de notre camp, les politiciens, tous ceux que j'ai critiqués juste avant, hein, mais bon, ils peuvent se réveiller, on ne sait jamais. Et qu'en fait, on va sauver la France, et on va sauver des riris. Je veux dire que lui aujourd'hui. Ça démotive, hein, et des Daniel Pilote. Ouais, mais c'est la France, gars, il faut faire avec, d'accord. Bon, on va faire avec. Voilà, conclusion. La vie commence pas à 60 ans, franchement. Ça serait trop beau. Et deuxièmement, c'était mieux avant. Ben moi je dis oui en fait. Oui à 90%. C'était mieux avant, putain de merde. Et les jeunes, ils savent pas. Tous ces jeunes là qui ont entre 20, même jusqu'à 30 ans, même ma fille, ils savent pas ce que c'était que la France. Ils ont toujours connu cette France de merde. Je les plains. D'un autre côté, je les plains, d'un autre côté, ils souffrent moins que nous. Parce que nous, les vieux, on a connu la France d'avant. Allez, bonne journée.